Fin de la première journée de compétition de la CAN 2023 sur les bords de la cité balnéaire de San Pedro avec les affiches de la poule F. Les Lions de l'Atlas ont baladé à 3 reprises les Taïfas tanzaniens, tandis que la RDC et la Zambie se sont neutralisés 1-1. Le football se conjugue au temps de la CAN sur RTI2. Bienvenue dans votre magazine de débrief sportif Soir de CAN. Et pour ce rendez-vous, que je pense vous avez eu désormais l'habitude de constater sur les antennes de RTI2. La team régulière est avec moi. Coach Rigo, bonsoir. Bonsoir, Romain. Vous allez très bien? Oui, très bien. Une bonne journée de compétition, j'imagine. Oui, avec la confirmation du Maroc, qui a fait une bonne entrée, et puis ce match nul-là, qu'on a vu tout à l'heure. Magoula Diop, bonsoir. Bonsoir, Roméo. Toujours aussi pointilleux. Ben, on essaie d'aller au fond des choses pour pouvoir bien expliquer pourquoi ceci est arrivé. Et puis, Christophe Grattecap, une cravate qui, je suppose, vous rappelle de bons souvenirs avec l'Africa Sport. Oui, c'est une jolie couleur. Il vous manque un peu de vert. Hein. Juste un peu de vert et puis tout était parfait. Exactement. D'accord. En ouverture donc de cette poule F, nous avons eu la rencontre avec une équipe qui porte du vert et du rouge, les Lions de l'Atlas, venus du Maroc, qui ont totalement, qui se sont baladés face à cette équipe malheureusement tanzanienne. Et ça commence véritablement très très fort. Déjà, à la 30e minute, on arrive à l'ouverture du score de Romain Saïs, tel véritablement un attaquant de surface. Rigo Gervais. Oui, mais je pense que les Tanzaniens ont là soufflé une mauvaise bougie parce qu'ils résistaient bien. On était à la 30e minute, ils étaient à 15 minutes de performer parce qu'à 0-0, quand même, on se serait dit que la Tanzanie était montée un peu en puissance. On attendait ce demi-finaliste de Coupe du Monde quand même. On entendait ce Maroc-là et jusqu'à la 30e minute, les Tanzaniens les tenaient. Et je pense que ce but-là, c'est une grosse négligence parce que, d'abord, c'est sur balle arrêtée. Et quand on voit encore ce but, on voit que le gardien repousse, mais les défenseurs sont arrêtés comme des mannequins. Et véritablement, je pense que le défenseur marocain qui s'est érigé en attaquant Saïs Romain a senti le coup, a été au deuxième ballon. Il a ajusté le gardien. Ce but-là, véritablement, a été un but très capital pour le Maroc parce que l'ascendance dans le jeu, on le sentait déjà, mais l'ascendance au niveau du score était retardée et ce but-là venait de résoudre ce problème-là. Alors, Jean-Christophe Grattecap, erreur de gardien ou erreur de placement de la défense sur ce but marocain? Bon, c'est un coup franc qui a été tiré directement avec beaucoup de joueurs marocains qui étaient montés parce que c'est un point fort, les coups de pied arrêtés. Et je pense que le ballon est dévié, le gardien part d'un côté et sur les appuis après, il ne peut que la remettre dans l'axe. Donc il y a une faute de main effectivement, mais comme l'a dit Gervais, aucun défenseur ne suit et c'est Saïs qui était monté aux avant-postes pour jouer le ballon de la tête qui est le premier et qui marque. Magoula Diop, on joue la 30e minute. Ce but vient sanctionner une domination marocaine où avant la 30e minute, c'était quand même du 50-50. Bon, les Marocains avaient le match en main, Moi, je pense que la Tanzanie n'a pas existé du tout sur ce match. Elle ne s'est pas montrée vraiment dangereuse, pas très entreprenante. Vraiment, je l'ai trouvée trop timide. J'ai trouvé l'équipe d'Adel Amouche trop timide. Il n'y avait pas de mordant. Et donc, c'est la première équipe qu'on voit comme ça dans ce tournoi. Quand vous regardez des sélections comme l'Angola, comme on appelle le Cap-Vert joué, le Mozambique, la Namibie. La Namibie, là, on n'en parle pas. Donc, ça fait quand même 2 fois d'affilée que le vert et le rouge fait mouche. Donc, la Tanzanie n'a pas vraiment existé. C'est en toute logique, je pense même que, bon, le Maroc, ils ont tout de suite compris qu'il leur fallait être très calme, être patient, et le moment allait arriver. Et quand il y a eu cette balle arrêtée d'Hakim Ziyech qui les tire très bien, ça tout le monde le sait. Vous avez vu, les Marocains ont marqué trop de buts dans ces registres-là. Quand on regarde l'action, on comprend tout de suite que c'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de répéter à l'entraînement. Regardez comment les joueurs qui étaient aux abords de la surface de réparation se sont tous projetés. C'est comme si ils avaient dit au tireur, cadre. Si le gardien prend la balle, ok. Mais dès qu'il la relâche, nous sommes déçus. Et c'est ce qui est arrivé. Et à contrario, les Tanzaniens, ils n'ont pas pris les dispositions.
certainement qui ne s'y attendait pas. Le mur même, je ne l'ai pas trouvé vraiment bien compact. On ne peut pas en vouloir aux gardiens sur cette occasion-là avec ce genre de balle flottante. Donc, je pense que c'est en toute logique que le Maroc ouvre le score. On va s'attarder un peu, Quatrigo, sur ce joueur Ziyech. Ziyech qui a été sous le feu des critiques sous Vahid Halilovic, qui aurait même été à la base du départ de Vahid pour l'arrivée de Walid Regragui. Il donne raison à tout le peuple marocain d'avoir porté espoir en ce garçon qui désormais est à Galatasaray. Bon, je pense que c'est tout un groupe. Hein. Même Ziyech, il joue de son expérience parce que il est dans un couloir avec quand même Hakimi, Hakimi qui est du PSG, parce que ce couloir-là, si vous avez remarqué, à 60% le Maroc est passé par là-bas. Ils ont beaucoup animé, même si Ounahi est venu les suppléer de temps en temps. Mais Ziyech et Hakim, à chaque fois, ils ont véritablement inquiété l'adversaire dans ce couloir. Et ça a permis quand même au Maroc d'avoir une assise sur le jeu, parce que le jeu basculait beaucoup sur leur côté. Donc Ziyech a été vraiment important. Et quand il ne pouvait pas, Ounahi venait à la rescousse. Et à trois là, Hakim, Ziyech et l'autre, Ounahi, qui réussissait quand même à tromper la défense tanzanienne, et ça a vraiment perturbé le jeu des Tanzaniens. On a vu que le coup franc même a été exécuté dans la zone. Véritablement, je pense qu'ils ont véritablement fait mal, mais Ziyech, sa manière de jouer, puisqu'il est gaucher et il réplique beaucoup dans l'axe, ça permet à l'adversaire de resserrer pour ouvrir les côtés aux autres. Et véritablement, je pense que c'est un pion vraiment important. La fédération marocaine, ou le peuple marocain, a privilégié le joueur, parce qu'un sélectionneur, ça peut passer. Mais un joueur marocain, ça peut rester. Et je pense que c'est quelque chose. Aujourd'hui, ce choix a été judicieux. Et on l'a vu avec Verena. Et puis, on le voit encore avec Regragui, qui l'utilise beaucoup, parce que Ziyech, il a une position, comme je l'ai dit précédemment, très, très stratégique. Il est entre les lignes. Il est entre les lignes étant gaucher, et ça permet à l'autre de venir utiliser facilement le couloir. Et quand l'autre ne peut pas venir, on l'a vu encore Ounahi qui a beaucoup demandé dans cet espace-là, parce que lui, il a une position un peu plus flexible. Voilà, il peut bouger un peu partout, il peut compenser les absences des autres et puis surprendre l'adversaire dans le dos. Donc, véritablement, c'est une bonne chorégraphie. Et puis, bon, de toute façon, c'est des répétitions depuis la Coupe du Monde. C'est un groupe qui se connaît bien. Et puis, ils ont usé, lors de ce match-là, de leur grosse expérience. Comme Magloire l'a dit, ils se sont calmés. Ils savaient qu'au fur et à mesure, l'adversaire allait laisser la peau, surtout sur le plan athlétique. Et aussi, ils pouvaient commettre des erreurs individuelles, donc ils ont été patients et évidemment, ça leur a profité. Au fur et à mesure que le match avançait, ils n'ont pas fait l'erreur de l'Égypte, qui a dégringolé après, ni de l'Algérie, qui a dégringolé aussi après. Ils sont restés constants. Voilà, ils ont géré leur match. On a vu aussi dans le cas de la Tunisie que ça a dégringolé sur le plan, voilà, on a dit la chaleur, tout et tout, mais eux, ils sont allés patiemment en possédant le jeu, en œuvrant surtout dès la perte du ballon. Ils avaient ce contre-pressing-là qui leur permettait de récupérer le ballon et d'utiliser le ballon à bon escient. Et collectivement, ils sont allés, ils ont été patients, ils ont tutoyé les couloirs et ça a permis comme ça ne venait pas par le jeu, un coup franc, une balle arrêtée est venue donner cette solution-là. Et je pense que ça a été bien. On arrive donc à la pause avec ce score de 1-0 en faveur du Maroc. La seconde reprise intervient. Et puis, il y a ce joueur qui était en 3e division avant l'arrivée de Regragui, qui explose à la Coupe du Monde et qui montre encore une fois toute l'étendue de son talent. Lui qui évolue désormais à Marseille, Ounahi, qui inscrit ce deuxième but que nous allons voir. Gradkab, ça vient ici symboliser le regain d'énergie de cette équipe marocaine. Oui, c'est un joueur qui a une ascension fulgurante, qui est passé de la 3e division, qui est passé par ensuite Angers et puis aujourd'hui Marseille, mais bon, qui est un très très bon fin joueur, un fin technicien, et qui marque là un joli but avec un 1-2 dans les 16,50 m. Donc ça montre aussi la largesse aussi défensive de la Tanzanie, comme ça a été dit. On ne doit pas laisser faire un 1-2 comme ça aussi facilement dans cette zone-là du terrain. Par contre, après, au niveau du but par lui-même, à l'intérieur du pied croisé,
du pied droit, c'est parfaitement joué et bravo à lui. Belle remise de Adli qui évolue du côté de Leverkusen. Et puis, juste après, il y a ce troisième but qui intervient avec le serial buteur En-Nesyri. Magloire Diop. Oui, c'est un peu comme si c'est le but qui manquait pour, comme on appelle, donner le coup de grâce à cette équipe des Taifa Stars. Ils ont dû attendre parce que le but a été revu à lavage et l'entraîneur, le sélectionneur avait même fait sortir En-Nesyri et c'est sur le banc qu'il a eu à célébrer son but. Donc, écoutez, je pense que c'est tout à fait logique. Hein? C'est venu dans l'ordre des choses, ce but de En-Nesyri. Bon, est-ce le Maroc qui était trop fort ou la Tanzanie qui était faible? Je pense que la Tanzanie n'a pas du tout été à la hauteur. Vous gardez la main parce que le score aurait dû être beaucoup plus large avec ces occasions déjà à la 38e et à la 50e minute. Ce sont des occasions nettes de but. C'est de la suffisance parce que là encore, avant qu'on en arrive à ce fait de jeu, est-ce de la suffisance où le Maroc n'était pas véritablement entré dans cette rencontre? Non, c'est pas de la suffisance, mais vous savez, ils étaient un peu relâchés quand même. Hein? Ils étaient un peu relâchés parce que sur cette ouverture du score-là, par Romain Saïs, ils ont eu le sentiment d'avoir fait le plus difficile. Et ils avaient le sentiment que ce soir-là, rien ne pouvait leur arriver sur cette pelouse-là. Donc, ce n'est pas de la suffisance, mais je pense qu'ils ont fait preuve d'un peu de relâchement. Et après ces deux occasions manquées, ils ont su gérer le match. Et puis, en fin de partie, ils ont porté le coup de grâce. Là, ils ont été un peu plus efficaces dans le dernier quart d'heure. Donc, je pense que c'est un match qui a été trop facile pour les Marocains. C'est ça le problème. Et ce sont eux qui se sont rendus ce match à facile. Je pense qu'il faut se méfier du Maroc dans ce tournoi parce qu'il me semble avoir bien apprivoisé l'environnement ivoirien. J'ai le sentiment qu'à San Pedro, ils évoluent comme à domicile. C'est le sentiment que j'ai. Ils évoluent comme à domicile et pour avoir joué ce match amical face aux éléphants à Abidjan, oui. Ils sont comme sur une terre qu'ils connaissent très bien et s'ils continuent comme ça d'aligner les performances, ils auront le sentiment que rien ne peut leur arriver dans ce tournoi et ils seront très difficiles à jouer. Ce sera donc l'occasion pour les adversaires du Maroc de leur rendre beaucoup plus difficile la tâche. La Tanzanie qui évolue à 11, c'est déjà compliqué. Et puis à la 70e, il y a ce carton rouge qui intervient. Rigo Gervais, là c'est la fin de tous les espoirs tanzaniens. Oui, déjà qu'à 11 contre 11, ils étaient déjà malmenés. Donc à 10 contre 11, les Tanzaniens ont cédé encore plus d'espace parce que les Marocains n'attendaient que ça. Ils avaient bien occupé déjà le couloir 11 contre 11. Donc, ils ont gagné encore en chose sur 20 mètres. Donc, ça fait reculer les Tanzaniens. On a vu ces occasions qui pleuvaient, même s'ils en ont manqué coup sur coup. Mais on a senti que quand même ce carton rouge-là a vraiment changé encore la donne. Ils avaient la main mise sur le jeu. Étant à 11 contre 11, moi je pense qu'au niveau de l'arbitrage, quand même, ils auraient pu se passer de ce carton-là parce que le geste n'était pas aussi délibéré que ça. C'est dans l'élan du joueur qu'il a eu ce frottement-là. Je pense que sur ce carton-là, j'ai pas de chose parce que déjà les Tanzaniens étaient malmenés à 11 contre 11. Être réduit à 10 face à un Maroc qui maîtrise quand on regarde l'abattage qu'ils avaient. Le jaune, là, il est justifié. Il est justifié. C'est un deuxième jaune, donc ça donne rouge. Ouais. Mais dans l'esprit du jeu... Il n'aurait pas pu laisser passer ça, parce que les arbitres aussi, ils sont notés. Hein. Tous les arbitres, là, ils veulent jouer la finale aussi. Ouais, alors, ils veulent bien jouer la finale, mais quand même, il y a dans l'esprit du jeu, quand même, quand tu sens une équipe qui est aussi en difficulté, quand même, il aurait pu l'avertir. User de pédagogie, un avertissement verbal. Parce que sur le coup, après, il y a un Marocain qui fait le même geste, il n'y a pas de carton, il adresse un avertissement verbal. Donc, on est en train d'attirer aussi l'attention des uns et des autres, que c'est vrai qu'il y a le Maroc, qu'il y a l'Égypte. On a vu un peu le pénalty de l'Égypte, tout et tout.
c'est vrai qu'il y a ces grandes nations-là, mais les petites nations aussi ont droit à être protégées. Voilà. Que quand, s'il faut faire le lit des grandes nations, de par aussi ces genres de fautes-là, quand même, l'arbitre pourra adresser un avertissement verbal, sachant que le joueur a déjà un carton jaune. Et que si il le mettait dehors, ça pouvait déjà encore empirer le cas des choses des Tanzaniens. C'est vrai que le Maroc a gagné 3-0, mais quand même être réduit à 10 a dû vraiment influencer le score. Parce qu'ils ont eu la même mise, ils ont eu cette facilité de déployer les jeux en fin de partie, et le score même aurait pu être lourd s'ils avaient été encore plus adroits. Donc véritablement, il faut que les arbitres aussi, dans leur intention, essaient de protéger aussi les équipes faibles, parce que l'équilibre doit exister. L'équilibre des forces. On vous a bien compris, coach. On va donc trancher avec Jean-Christophe Gradcap. Carton jaune mérité ou arbitrage trop pointilleux? Non, le carton jaune est mérité puisqu'il est emporté par son élan, hein, le joueur. Après, l'arbitre, voilà, c'est son deuxième. C'est ça qui est dommage, c'est qu'il en avait pris un avant, quoi. Donc ça fait un carton rouge. Et effectivement, ça a une grosse influence sur la fin du match. Même si à 11 contre 11, je pense que quand même le Maroc avait les armes pour gagner le match, quoi. Voilà. Mais ce match-là, ça m'a fait penser un peu au match Sénégal-Gambie, quoi. C'est-à-dire une équipe qui maîtrise son sujet, voilà, qui est prête face à un adversaire qui est en difficulté et tout au long du match et qui après se retrouve à 10 et là c'en est trop, quoi. Voilà, donc je pense que comme ça a été dit, avec le Sénégal et le Maroc là est vraiment l'équipe qui montre le plus d'assurance. Bien sûr, j'oublie pas la Côte d'Ivoire, bien sûr. Pratiquement 52% de possession de balles, 14 tirs, 7 cadrés, 11 tirs dans la surface de réparation. C'est un non-match de la part de la Tanzanie. Un non-match. Je pense que la Tanzanie, c'est vrai, le championnat est devenu une vitrine sur le continent, mais il faut qu'ils essaient un peu maintenant. C'est vrai, les clubs se servent trop au détriment de l'équipe nationale. C'est un peu ça le problème du football tanzanien. L'accent est trop mis sur les clubs. Les clubs ont beaucoup de moyens parce qu'ils ont une fanbase très importante et donc les ressources financières sont très importantes. Ça fait que les clubs sont très forts en Tanzanie et donc ça leur permet de recruter les meilleurs joueurs sur le continent. Donc finalement, quand vous enlevez ces meilleurs joueurs-là qui se sont retrouvés, parce que même dans l'équipe de la Zambie, on a retrouvé des joueurs qui jouent en Tanzanie. Donc quand vous enlevez tous ces joueurs-là, il ne reste plus rien. Donc voilà un peu le problème de la Tanzanie. Il va falloir qu'ils essaient de repenser leur football pour voir comment rendre l'équipe nationale compétitive, parce qu'il ne peut pas avoir un aussi grand décalage entre les clubs et l'équipe nationale. Ça, moi, je n'arrive pas. Chez nous, en Côte d'Ivoire, ça a été le contraire. Mais je ne comprends pas. Il faut qu'ils essaient de voir ça parce que un football fort, c'est d'abord une équipe nationale forte qui puisse avoir des performances au plan international, remporter des lauriers. Mais si la Tanzanie continue comme ça, à venir jouer les bouches-trous, parce que là déjà, c'est lors de la dernière journée qu'elle a obtenu ce point-là nécessaire pour être à cette CAN-là, 1-0-0 en Algérie. Bon, je doute même de ce score-là, mais quand même, ils ont eu le 0-0 avec leur sélectionneur algérien en Algérie. Donc, ils ont eu ce point qui les a qualifiés pour la Côte d'Ivoire. Mais pour le moment, ils ne montrent rien d'intéressant. Il faut qu'ils essaient un peu de se relever. Parce que ce qu'on a vu aujourd'hui, là, c'est pas digne de ce qu'on attend de la Tanzanie ces derniers temps. Coach Rigo, en 30 secondes, que doit changer Abel Amrouche, le technicien de ce banc de touche tanzanien? Je pense qu'il gagnerait à jouer un football de transition. Quand on n'a pas les éléments nécessaires, ce n'est pas la peine de calquer le système des autres. Voilà, il a voulu jouer un 4-3-3 et vraiment, ça ne lui a pas souri. Bwana Samata, qui est l'attaquant vedette, voilà, s'il était encadré dans l'axe avec un autre attaquant associé dans un 4-4-2 ou 8 pour deux lignes de 4, dessiner 2 lignes de 4 pour 2 attaquants, ça pourrait mieux donner. Dès qu'on récupère, on les lance. S'ils n'ont pas réussi, nous 8, on est derrière. Voilà, ça pouvait vraiment réussir, mais il a voulu véritablement disperser ces gars et ils étaient à la rue. Voilà.
Voilà donc, c'était donc la première affiche de cette poule F avec une balade de santé de la part des Lions de l'Atlas face aux Taifa Stars de la Tanzanie. En clôture de cette poule F, on a eu une opposition beaucoup plus équilibrée quand on regarde le tableau d'affichage, mais vous me direz si c'est le même rendu dans le contenu de cette rencontre. Un but partout entre la RDC et la Zambie. Et c'est la Zambie qui est la première, Jean-Christophe Gradcap, à planter ce coup de poignard dans la défense congolaise. Oui, ça a été une rencontre qui, dans l'ensemble, a été dominée par le Congo, qui s'est créé le plus de situations et le plus d'occasions. Mais il y a eu une bonne opposition de la Zambie et l'ouverture du score leur a permis après de tenir, mais de tenir pas n'importe comment, hein, pas en restant derrière. Il y avait un bon bloc défensif, mais il y avait aussi de belles sorties de balles. Et cette Zambie a été intéressante, même si je pense que si ça avait été de la boxe, on aurait pu dire que le Congo l'emportait. Le Congo l'emportait sur ce premier but que va nous proposer la réalisation. Magloire Diop, erreur de main du portier ou c'est véritablement cette Zambie-là qui a mis en difficulté cette défense? Ben, le gardien est allé en balade. Voilà, il est allé en balade et les Zambiens, là on sent que c'est des joueurs qui ont l'expérience de la haute compétition. Parce que jouer une touche aussi vite, il faut avoir eu à faire ce geste-là souvent pour pouvoir le faire à cet instant-là du match. Donc, le gardien, il est sorti, il allait en balade. Et l'arbitre aurait même pu siffler une faute, mais il a laissé jouer. Les Zambiens ont joué très rapidement et ils ont réussi à marquer ce but-là qui est arrivé pour moi contre le coup du jeu. Et là, regardez les Congolais, ils sont arrêtés. Moi, je ne peux pas comprendre ça. Ils sont arrêtés alors qu'il y a une touche. Donc, là, c'est un manque de concentration des joueurs du sélectionneur Sébastien Desabre. Je pense que ils vont certainement, dans le débrief, revoir cette action et voir qu'ils ont fait quand même preuve de légèreté sur ce but zambien qui est venu leur couper un peu l'herbe sous les pieds parce qu'ils tenaient le match et malheureusement, les Zambiens ont ouvert la marque, donc ça a donné une certaine avance à la Zambie et là, il a fallu faire des efforts pour revenir et après être revenus, bon, c'était un peu difficile maintenant. Ils ont eu 25 tirs quand même, les Congolais, dans ce match. Hors micro, je disais au coach, 25 tirs, mais seulement 7 cadrés, donc ça a été un peu des tirailleurs. C'est-à-dire qu'ils ont tiré à l'emporte-pièce et c'est dommage pour cette équipe du Congo, mais je pense que le coach Sébastien Desabre, il fait un très bon travail avec cette équipe. Il est arrivé quand même à la suite d'Hector Cooper, qui avait perdu 2 matchs. Les 2 premiers matchs de qualification. Les 2 premiers matchs de qualification. Et puis, Desabre est venu, il a aligné 4 victoires qui ont conduit cette équipe là où elle est. Il a un contrat de 4 ans. Je lui souhaite d'aller au bout de ce contrat, mais ça passe par un très bon parcours en Côte d'Ivoire. Sébastien Desabre, qui est un habitué quand même du football africain, qui est passé par la SEC, qui a pris des clubs maghrébins, qui a entraîné les Cranes d'Ouganda. Il a changé véritablement cette équipe de la RDC, même si, selon vous, au niveau de l'attaque, il y aurait dû mettre du sang neuf. Ouais, je pense que je regrette encore qu'il n'ait pas utilisé Fiston Maélé. Je ne sais pas pourquoi le buteur l'ex-buteur de Young Africans, on a vu un peu qui a survolé l'année 2022 avec son club, étant meilleur buteur. Et il a ces joueurs-là, il les a gardés sur le banc, alors qu'on a vu tout de suite que le Congo a pêché par maladresse. Et il faut le dire clairement, Magloire le relevait, 25 tirs. Et quand on regarde les arrêts que le gardien adverse a fait, il n'a fait que 4 arrêts. Sur 25 tirs, le gardien fait que 4 arrêts. Le gardien adverse que 4 arrêts, ça veut dire que les tirs sont allés ailleurs. Voilà, donc il faut qu'il les recadre déjà. Moi, je l'ai vu faire rentrer vers la fin. J'ai vu qu'il a fait rentrer Mézac, mais il a laissé encore sur le banc Fiston Maélé. C'est vrai que Banza est rentré. Le buteur de Braga, qui est à 14 buts, lui, il est rentré. Mais quand même, il y a des habitués du festival africain, des terrains africains, qui sont comme les Fiston Maélé et autres, qui sont en confiance, qui ont besoin de jouer. Il peut même, c'est vrai, qu'il veut prendre Bakambu comme son leader, mais il pouvait l'associer quand même à ces joueurs-là, qui pouvaient vraiment être utiles dans ce cas, parce qu'ils ont dominé l'adversaire de bout en bout.
l'adversaire n'a fait que resserrer l'intérieur et l'extérieur était ouvert. Ça veut dire que la possession de jeu, le jeu de possession était l'affaire de la RDC. Et quand on a le jeu de possession, forcément on va se créer des occasions, mais il faut des gens pour les mettre au fond. Et c'est ce qui a manqué. Et ces gens-là, malheureusement, ont eu le pied carré. Sur le banc. Et ces gens étaient sur le banc. Voilà, ces gens étaient sur le banc. Comme on a dû l'observer, le coach marocain a su utiliser son groupe. Il a utilisé un premier groupe et il a utilisé un deuxième groupe. Ça fait que l'équipe a terminé très fort. Il pouvait user de ça pour permettre à son groupe de finir fort. Et parce que ce but-là, ce but congolais, j'espère qu'ils ne vont pas le rater. Ce but, on sentait ce but parce qu'ils avaient la possession de balle. Ils avaient toutes les initiatives. Les Zambiens n'attendaient que les déséquilibres pour pouvoir faire des contres. Et ça n'arrivait pas. On a vu que sur le but zambien, il y a eu ce déséquilibre. Dès qu'il y a eu ce déséquilibre, comme eux, ils ont cette transition rapide, que ce soit en attaque rapide ou en contre-attaque, ils sont très efficaces. Tout de suite, ils ont exploité ce déséquilibre-là. Mais ils n'ont pas eu en fin de match ce déséquilibre. Le Congo avec toutes ces opportunités, mais malheureusement, l'attaque est restée bouche bée. Et d'autres, je pense, comme les Méjac et Fisson Maélé, s'ils étaient mis en confiance dès le départ dans le plan pour dire que cette fois-ci, c'est vous qui jouerez les jokers. Quand ça arrivera, l'heure de jeu arrivera, on va vous lancer. Je pense qu'ils épouseraient ce rôle-là. Donc il y a eu une mauvaise utilisation du banc de touche. Il y a véritablement une mauvaise utilisation. Il a du potentiel, il faut qu'il l'utilise. D'accord. Et puis, quelques minutes après, il y a cette égalisation-là de Yohan Wissa, Jean-Christophe Gradcap. C'est un but qui est venu automatiquement pour remettre la République démocratique du Congo à l'intérieur de cette partie. Oui, il n'y a pas eu le temps de douter ou quoi que ce soit. Ils ont égalisé au moment où il fallait, quoi. Et sur une belle action, un bel appel de Bakongo, qui arrondit sa course de façon à ne pas être hors jeu et puis qui prend de vitesse la défense. Il fait un bon enchaînement avec ce contrôle de la poitrine là, et puis il récupère le ballon et un bon centre dans le dos de la défense. Et Wissa qui arrive du côté gauche et qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond du but. C'est un joli but fait par des joueurs de qualité. Bakongo, on connaît, qui joue à Galatasaray, Wissa qui est passé par Lorient, qui joue à Brentford maintenant. Voilà, donc ça les a remis en selle, mais bon, ça n'a pas été suffisant, quoi. Ça n'a pas été suffisant. Un dernier mot sur cette équipe de Zambie, dirigée par Abraham Grant, qui est quand même un grand nom de ce continent, finaliste de la CAN 2015 face aux éléphants de Côte d'Ivoire. Pensez-vous que la Zambie peut nous faire un parcours à la Hervé Renard comme en 2012? C'est possible. C'est possible, mais tout va passer par leur prochain match face à la Tanzanie. Il suffit de vraiment profiter de l'occasion qu'ils ont, parce que c'est une très belle occasion. Je pense que si la Zambie arrive à remporter ce match-là, elle terminera au minimum parmi les meilleurs troisièmes. Donc, je pense que la tâche est beaucoup plus facile pour la Zambie là, maintenant dans cette poule. Par contre, pour les Congolais, il va falloir se battre face au Maroc. C'est ça le problème. Le Maroc a 3 points déjà, donc le Maroc est beaucoup plus libéré. Là, les Congolais, le deuxième match, ils n'ont pas droit à l'erreur. S'il y a une défaite, ça serait dangereux pour eux, parce que jouer sa qualification sur les derniers matchs, ça a toujours été dangereux. Mais bon, j'espère que sur ce qu'ils ont montré lors vraiment les dernières sorties et autres, ils vont pouvoir... Dans tous les cas, c'est face au Maroc qu'ils nous montreront s'ils sont capables de faire quelque chose dans ce tournoi. Okay. Soit ils démontrent qu'ils ont le niveau pour être là et peut-être pour aller loin, ou bien ils nous démontrent que c'est vrai, ils ont du potentiel, mais pour le moment, ils sont limités et puis ils referont les bagages pour Kinshasa. Avant donc qu'ils ne refassent les bagages pour Kinshasa, vous savez que le football, c'est de l'art et des artistes également ont suivi cette opposition entre RDC et Zambie. Ils viennent du Congo-Kinshasa, Singila, le lover à la voix suave, et l'actrice Akane qui ont également vibré au rythme de cette rencontre. Suivons donc les réactions à l'issue de ce match RDC-Zambie. Ils ont bien joué, c'est juste que on n'a pas su aller jusqu'au bout de ce qu'on a donné, quoi. C'est le départ. On va apprendre de nos erreurs et puis on va aller plus loin. Là, on est un peu déçus.
Mais disons qu'ils ont été supérieurs sur le match. Ils ont été bons, mais ils n'ont vraiment pas su marquer. Ça, c'est un gros problème pour nous parce qu'on comptait célébrer ce soir. En tout cas, avec ce que j'ai vu, pas vraiment confiante, non. Ça m'inquiète même. Voilà, donc il y a des inquiétudes du côté des supportrices de la RDC. Le tableau de bord de cette poule F nous donne le Maroc en tête avec 3 points. La RDC et la Zambie suivent et la Tanzanie donc ferme le banc de cette poule F. La deuxième journée débute déjà ce jeudi avec la poule A logée au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe. Nous aurons en ouverture la Guinée-Bissau face à la Guinée équatoriale, mais le match qui nous intéresse bien sûr Côte d'Ivoire-Nigeria, le premier choc déjà de cette CAN 2023. On va mettre les pieds dans le plat. Pensez-vous que Sékou Fofana est la pièce maîtresse au niveau tactique de cette équipe de Côte d'Ivoire, Magloire Diop? Bon, quand on prend les premiers matchs des deux équipes, je pense normalement, on pense à un duel tout de suite, Sékou Fofana, Victor Osimhen. C'est vraiment ceux qui se sont montrés, qui ont fait figure de leader lors de la première sortie de ces deux sélections. Donc, et ça met un peu plus de pression sur Sékou Fofana parce qu'aujourd'hui, il est présenté de plus en plus comme le leader technique. Et quand tu es présenté comme le leader technique, tu deviens pratiquement comme celui sur qui l'équipe compte, celui qui doit sortir l'équipe des situations les plus difficiles. Alors que, est-ce qu'il est vraiment prêt à endosser ce costume? Je suis pas très sûr. Je ne vois pas ce match comme être celui de Sékou Fofana. Je ne vois pas ce match être comme celui de Sékou Fofana. Je pense qu'un garçon comme Jean-Philippe Crasso va surprendre beaucoup de personnes dans ce tournoi. Il va surprendre d'être notre Skilachi. On espère pour le bonheur, 1990. Pour le bonheur de tous les supporters des éléphants de Côte d'Ivoire. Jean-Christophe Gradcap, quel Sékou Fofana demain face au Nigeria? Il faut qu'il confirme le match qu'il a fait. Je crois que c'est un des joueurs, un des stars de cette CAN. Il faut qu'il monte en puissance. Après, c'est plus un leader technique qu'un leader tactique. Ça, effectivement. Mais je pense parce que c'est plus un collectif au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais je pense que Fofana peut, à un moment donné, sortir une bonne épine du pied par ses prises de décision, comme il a fait là sur le but qui a été marqué très tôt dans le match contre la Guinée. Donc avant donc de poursuivre avec l'analyse du 11 probable de cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire, nous allons aller avec Véronique Conan qui nous a ramené les impressions de la conférence de presse Côte d'Ivoire-Nigeria. Auréolés de leur première sortie face à la Guinée-Bissau, les éléphants veulent arracher leur qualification pour les huitièmes de finale dès ce jeudi 18 janvier en battant le Nigeria. En conférence de presse, Jean-Louis Gasset et Max-Alain Gradel ont planté le décor. Nous, on a un collectif qui doit monter son niveau de jeu par rapport à notre premier match. On est au courant des individualités. On a essayé de travailler comme il faut et on va proposer un match intense. Je pense qu'on est en train de monter en puissance. Il faut être patient avec ceux qui vont retrouver la forme et ceux qui vont revenir de blessures. On a fait un seul match. Donc c'est un peu prématuré de dire en forme ou pas en forme. Jean-Louis Gasset s'est aussi penché sur les cas. Sébastien Haller et Simon Adingra. Sébastien et Simon ont repris l'entraînement. Ils ont touché le ballon, ils ont travaillé avec nous. Nous sommes dans les temps. Nous sommes dans les temps de ce que nous avions prévu pour qu'ils puissent participer à la compétition. Quant au sélectionneur portugais du Nigeria, José Peseiro, a reconnu les limites de ses poulains lors de leur première sortie.
mais rassure pour le duel face à la Côte d'Ivoire. Nous nous sommes procurés de bonnes opportunités face à la Guinée équatoriale que nous n'avons pas pu concrétiser. Si nous créons les mêmes occasions face à la Côte d'Ivoire et nous sommes efficaces, nous allons gagner le match. Il nous a surtout manqué de la définition face à la Guinée équatoriale. Ce n'est pas facile de jouer avec le maillot du Nigeria. Peut-être les joueurs avaient la pression. Nous ne devons pas changer. Nous devons rester surtout dynamiques. Leader de la poule A, la Côte d'Ivoire croise le fer avec le Nigeria, une équipe qui comprend dans son effectif le Ballon d'Or africain 2023, Victor Osimhen. Coach Rigaud, c'est vrai que Jean-Louis Gasset nous rassure sur le retour en forme de Sébastien Haller et Simon Adingra, mais on va s'appesantir sur le milieu de terrain à 3, Seko, Sangaré et Kessié. À qui revient véritablement le poste de meneur de jeu et de sentinelle devant la défense dans cette équipe de Côte d'Ivoire? Non, il a été clair. Je pense qu'il y a Kessié qui se balade entre les deux, c'est-à-dire que Kessié fait la jonction. Tantôt il est près de Seko, tantôt il est près de Sangaré, en étant chose beaucoup plus dans l'axe. Et puis Seko soutient les attaquants pour que Sangaré soit solidaire des défenseurs, pour compenser les départs des latéraux, pour compenser un peu ceux de l'axe central et puis pour ratisser les balles sur le plan aérien, parce que vous voyez qu'il a une grande taille par rapport à Kessié. Donc il le préfère là. Pour qu'il soit le relais des centraux dans le domaine aérien. Demain, ça serait important parce que l'attaquant nigérian véritablement doit être muselé. Seko, lui, c'est le chef d'orchestre quand il s'agit d'attaquer. Maintenant, Kessié, lui, son rôle, il est intermédiaire. Voilà. Tantôt, il va aider Sangaré, tantôt, il va aider Seko. Voilà. Donc, véritablement, voilà comment il a organisé son milieu de terrain. Dans le cas de Seko, je pense que c'est celui qu'on attendait qu'on a dans ce milieu-là. Parce que, imaginez, dans le temps, on avait Sangaré et Kessié. C'était après, on sentait qu'il y avait un flottement. On n'avait pas de soutien costaud à l'attaque. Et là, on a vu que depuis la défaite contre la Zambie, et que Seko est arrivé véritablement dans cette équipe, on a vu que le milieu de terrain a changé et que l'équipe même, la colonne vertébrale de l'équipe se porte mieux. Seko, en même temps qu'il est passeur, on le voit buteur. Il n'a pas besoin d'entrer dans la surface de réparation pour marquer des buts. Là, ça nous rappelle le Yaya Touré. Il est le relais des attaquants pour marquer des buts. Il est le relais des passeurs, c'est-à-dire que des joueurs à l'extérieur. C'est-à-dire on a toujours eu de bons ailiers. Mais à l'intérieur, on n'a jamais eu un gars pour pouvoir véritablement relayer l'attaquant. Depuis que Yaya Touré est parti, Seko, vraiment, il répond véritablement à ce rôle. Et puis, son rôle est beaucoup plus tactique parce que lui, quand il est milieu de terrain, ce n'est pas un numéro 10 qui ne sait pas défendre. Il n'est pas paresseux. Quand il perd le ballon tout de suite, on sent qu'il est impliqué dans la phase défensive. Et ça fait que récupérer le ballon pour les éléphants n'est plus maintenant l'apanage des défenseurs, mais déjà, le premier rideau en attaque, déjà ratisse. Vous avez vu sur le premier but qu'il marque à l'ouverture, c'est une récupération de Sangaré. C'est un ballon grappier assez haut. Voilà, les transitions sont encore plus rapides. Donc, véritablement, c'est vrai qu'il est ce leader technique là, mais tactiquement aussi, vraiment, l'entraîneur se sert de lui. Et on l'a vu dans d'autres cas, aller suppléer les attaquants dans le pressing haut, dans le défendre en avançant. Plus haut dans le camp adverse, Seko a relayé, il a aidé à l'heure, tant pour pouvoir récupérer rapidement les ballons. Et vraiment, je pense que c'est un milieu de terrain qui fait du bien à tout le monde, que ce soit les ailiers, que ce soit l'attaquant. Même Kessié et Sangaré, véritablement, ont eu leur rôle un peu plus léger par rapport à la présence de Seko. Donc, véritablement, c'est lui le catalyseur du jeu des éléphants. Et demain, ça va peser. Pourquoi? Parce que le Nigeria, c'est vrai qu'ils ont une bonne attaque, ils ont des attaquants, mais eux, ils aiment beaucoup avoir le ballon. Quand ils perdent le ballon, le plus gros problème du Nigeria, c'est la transition défensive. Ils n'aiment pas travailler sans le ballon. Ils ont 5 gars qui travaillent. La défense à 4, plus la sentinelle qui est là. Comment ils feront? On a 2 ailiers. On a un attaquant. On a Seko là. Donc, véritablement, je pense que Seko sera véritablement important. Et s'il le laisse entre les lignes, comme sur le premier but contre la Guinée-Bissau, je pense que, voilà, donc véritablement, voilà, il serait vous, vraiment... Seko en électron libre et puis Kessié en porteur d'eau. Ah, il est en porteur d'eau. Kessié, c'est lui qui met le pied sur le ballon. Soit on va vite ou on va lentement. Le métronome. Voilà, donc, mais il a un rôle invisible parce que
quand il joue, je vois qu'on s'en plaint, mais c'est normal. Le travailleur est ingrat, voilà, du milieu de terrain. Il est au service des autres. Donc, on ne voit pas son travail, mais il est important. Okay. Rappelez-vous quand il s'est blessé contre l'Égypte, à l'autre CAN. C'était difficile en 8e de finale. On vous a bien compris, Hugo Gervais. Jean-Christophe Gradcap, je sens Magloire Diop qui trépigne d'impatience de répondre à ce sujet. Ce milieu de terrain ivoirien, il est étincelant, tout va bien. Quand il flanche, tout va mal. Pour vous, il faut forcément ces trois-là où il y a un qui doit forcément se retirer au profit des deux autres, au quid de deux pour laisser un Seko, un Kessé ou un Ibrahim Sangaré mener véritablement ce milieu. Je pense que ce serait une erreur de se passer d'un des trois. Ça serait dommage. Je pense que, comme l'a dit Gervais, c'est une question d'équilibre. Je pense que Sangaré a plus un profil à jouer comme une sentinelle un peu devant la défense. Et après, il y avait deux relayeurs au début. Mais effectivement, Fofana a montré des capacités à jouer beaucoup plus haut et à se projeter vers l'avant et être décisif dans les 30 derniers mètres. Et Kessié donne le tempo, donne le rythme. Et tout le monde participe effectivement aux tâches défensives et à la récupération du ballon. Donc voilà. Après, effectivement, au cours du match, il est possible qu'il y ait des joueurs type vrai numéro 10 qui rentrent. Mais est-ce qu'ils y sont? Il y avait Touré, mais il n'est pas là. Donc est-ce qu'il y a ce profil de joueur-là qui peut rentrer au cours du match pour aider l'équipe à obtenir un résultat? Ça, il faut voir, mais je pense que pour débuter le match, il n'y a pas de remise en question et de remise en cause de ce trio. Je saisis la balle au bon, je vous pose la même question, mais avec un autre volet. Gassé doit-il garder ce même 11 de départ face au Nigeria? Non, il ne gardera pas ce même 11 de départ, je ne pense pas. Je pense qu'il va apporter quelques changements, je pense, notamment en attaque. Dites-nous le fond de votre pensée, Magloire Diop. Oh, je pense qu'il va essayer de voir sur les côtés. Moi, sur les côtés, on avait Jérémy Boga et Jonathan Baba. J'aime pas trop qu'on est prévisible comme ça. Voilà. Il faut brouiller un peu les pistes quelquefois. Pourquoi cette fois-ci, on ne jouerait pas en 4-4-2? Parce que les Nigérians, demain, ils viennent pour subir. Ils savent ça. L'équation pour eux, c'est comment tenir en défense. C'est tout le problème qui est là. Parce que le problème, dès que les Nigériens vont récupérer le ballon, on va trembler dans le stade. Hein. Parce que le problème, ce n'est pas Osimhen. C'est sur le côté, là. Il y a un certain Ademola Lookman. C'est le plus gros danger, ça. L'attaquant de l'Atlanta. Oui. Et nos latéraux, là. Bon, Serge Aurier, il est bien défensivement, mais tout le monde sait qu'actuellement, physiquement, il n'est pas au point. Senghor, il est bien devant, mais derrière, ce n'est pas l'assurance tout risque. Alors, je pense que si on doit aller avec mon 4-3-3 classique, là, demain, on aura des difficultés. Je vais voir Jean-Louis Gasset essayer quelque chose demain. Soit une défense à 3 pour brouiller, pour dire qu'il a d'autres choses, d'autres solutions, ou bien nous faire un 4-4-2, peut-être avec un milieu en losange, tranquille, et puis nos trois milieux dont vous parlez là, être bien compact derrière pour compenser les lacunes qu'on aura, des Ghislain qu'on a. Ils ne peuvent pas contre la vivacité des attaquants nigériens. Le problème pour les Nigériens, ça sera de trouver les ailiers, là, les attaquants là, rapides. Et quand les Nigériens vont avoir le ballon, mais ils vont aller rapidement, ou bien ils vont tout de suite balancer sur Osimhen. Et Osimhen, il est rapide. Il a un jeu complet. Non seulement il avale bien les espaces, mais même dans les petits espaces, dans la surface de réparation, il est redoutable. Donc ça, moi je préfère qu'on ait du neuf, qu'on ne soit pas prévisible, qu'on soit pas prévisible demain. Parce que si on vient avec ce 4-3-3 là, les Nigérians, je pense que s'ils passent les 15 premières minutes et qu'ils arrivent à contenir notre attaque, ils vont s'installer progressivement. Et s'ils arrivent à trouver les ailiers,
il y aura danger dans le stade. Jean-Christophe Gradcap, rapidement, on a Iwobi de Fulham, Lookman de l'Atlanta, Alassane Youssouf de Antwerp, mais face à ces joueurs-là, on aura Ghislain Collin qui a touché 88 ballons lors de la première rencontre, et également Indika 87 ballons. Au milieu de terrain, vous aviez Seko 64 ballons, Ibrahim Sangaré 69, Kessié 50. Est-ce qu'avec ce bloc-là, on pourra résister à l'armada offensive nigériane? C'est sûr que offensivement, le Nigeria a des atouts, mais si on a bien suivi toute la préparation, tous les matchs de qualification, même si bon, il jouait pour du beurre, et de la Côte d'Ivoire, il a essayé plusieurs systèmes. Il a essayé notamment, mais ces deux systèmes, ça a été le 4-3-3 là qui joue et le 3-5-2. Donc effectivement, s'il y a du changement, il peut jouer demain en 3-5-2. Voilà. Après 4-4-2 en losange ou autre système, je serais très surpris parce qu'il faut quand même des choses que les joueurs connaissent, ont déjà pratiqué et maîtrisent. Donc effectivement, un 3-5-2 est possible pour demain pour, dans un premier temps, contrer l'armada offensive du Nigeria et puis un peu varier, proposer autre chose, quoi. Voilà. Avant d'arriver à vous, Coach Rigo, nous allons promener notre caméra à Djamé. La CAN, c'est également une aubaine pour les petits commerces, ceux qui sont bien sûr chargés de la vente ou la revente des produits dérivés autour du football et de la CAN. Et notre caméra s'est posée à Djamé. À Djamé, la joie d'avant-match des supporters ivoiriens est manifeste, celle des vendeurs de gadgets l'est encore plus. L'heure des bonnes affaires a sonné. D'Adjamé Liberté, en passant par le forum, les t-shirts, les maillots, les bracelets, les chapeaux, les léquets, autant d'articles aux couleurs nationales. Les vuvuzela, chacun y va de son goût. Nous sommes la jeune génération, c'est une première fois d'assister à cette CAN. Donc, je pense que c'est très important pour moi d'acheter des choses à toute ma famille. Je suis venu voir pour les perruques. Il faut qu'ils puissent sentir que je suis là. Je suis en Côte d'Ivoire, je dois être là, je dois être présente. Dans mon orange, blanc, vert, je vais porter mes léquets avec un pantalon non collant qui peut bien me serrer. Là, il y a un coup comme bébé dans le bimbe, là, mes perruques. Il a dit, oh, ja. Nous sommes déjà même dans le bain, vous voyez. On a déjà acheté, on a nos sifflets pour même c'est dans son sac. Donc, c'est pour dire qu'on les soutient. Que ce soit A ou Z, sinon on les soutient. Ils veulent, ils n'ont qu'à gagner, il ne faut pas gagner. On les soutient maintenant. Ils n'ont qu'à faire pardon, ils n'ont qu'à gagner. Ils n'ont qu'à faire pardon, sinon ma voisine va se moquer de moi. Un business juteux pour les commerçants qui renouvellent le stock à chaque sortie des éléphants. Nous sommes tous des Ivoiriens et nous sommes très contents pour cette CAN organisée en Côte d'Ivoire ici. Et nous souhaitons tous que la Côte d'Ivoire remporte cette victoire. Donc la couleur orange, blanc, vert, c'est une couleur de paix, de prospérité et de solidarité. Donc tout le monde est bienvenu en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi j'aime la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi j'ai choisi de vendre les articles ivoiriens. C'est un vendeur de perruques. Garçon un peu comme femme. Tout le monde peut actuellement, ça masse. Garçon un peu, femme un peu. Tout le monde, les enfants comme les grandes personnes aussi. Ça manque même actuellement d'abord. Pour cela, on sait ça fort. C'était donc un reportage de Pascal Koné du service des sports TV de la RTI. Coach Rigo, demain, il ne faut pas se le voiler, on aura en face un Victor Osimhen qui a su répondre automatiquement après l'ouverture de la marque de la Guinée équatoriale, un plan anti-Victor Osimhen où il va falloir simplement gérer l'espace. Non, il faut gérer l'espace, il ne faut pas se catalyser. Parce que ce n'est pas Victor Osimhen qui est dangereux, c'est les pourvoyeurs de balles qui sont dangereux. Voilà, ce sont ces sources de balles-là qu'il va falloir couper des mains. Voilà, parce que si on a réussi à couper les sources de balles, il ne sera pas ravitaillé. Donc, véritablement, après la perte du ballon, le travail du contre-pressing va être vraiment important demain, va être déterminant. Il faut le réussir. Et je pense que l'entraîneur n'a pas intérêt à changer ce qu'il a déjà mis en place. On l'a vu préparer son équipe depuis, inviter le Mali, le Maroc et autres ici. C'était pour répéter cette gamme-là. Donc, ils mettent cette gamme-là et que ça déroule. Merci coach Rigo, merci coach Gradcap, merci à vous Magloire Diop. Le football se conjugue au temps de la CAN sur RTI 2 dans Soir de CAN, votre magazine de débrief des jours de match. Rendez-vous est donc pris ce jeudi, même heure, même antenne. Demain sur le groupe RTI, surtout sur RTI 1, vous aurez dès 14h le premier match de la poule A, suivi à 17h de l'opposition Côte d'Ivoire-Nigeria et en clôture un étincelant Ghana-Égypte. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.
jeudi 18 janvier 2024 sur les chaînes du groupe RTI. 14h, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau. 17h, Côte d'Ivoire, Nigeria. 20h, Égypte, Ghana. RTI, diffuseur officiel de la CAN Total Énergie 2023. La CAN, c'est chez nous.